Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update donc de toutes mes lectures de la semaine passée. Cette semaine, c'est un bilan qui est plutôt pas mal. J'ai lu du coup une BD, un roman, un recueil de lettres et un roman fantastique. Donc j'aime bien comme ça quand mes bilans sont plutôt mélangés en termes de variété et de genre. Donc on commence tout de suite. On commence tout de suite par les lettres à Yves de Pierre Berger aux éditions Gallimard dans leur collection NRF. Ce recueil il est particulier parce que c'est pas une correspondance entre les deux hommes, c'est pas les lettres d'amour illustres qu'ils ont pu s'échanger au cours de leur vie. C'est Pierre Berger qui prend la plume pour écrire à Yves Saint Laurent son amour éternel qui vient de mourir. Et en fait, au travers de ces lettres, il lui raconte un peu tout ce qui se passe après son décès, après son départ. Et on comprend très vite que c'est une manière pour lui de faire vivre Yves dans sa vie sans qu'il soit là et c'est aussi une manière d'accepter et de faire son deuil. C'est assez beau. C'est aussi hyper informatif puisqu'en fait on va suivre à la suite du décès d'Yves, Pierre Berger a décidé de se séparer d'une énorme partie de leur collection d'art. C'était des grands collectionneurs d'art. Ils avaient je pense plus de 1000 œuvres d'art chez eux, que ce soit des tableaux, des pièces design, etc. Et donc à la suite du décès d'Yves, Pierre Berger a décidé de mettre aux enchères la grande majorité, presque la totalité de leur collection et ce à Paris au Grand Palais. Donc ça a été un énorme événement dans le milieu de l'art, des ventes aux enchères, où il y avait des gens qui venaient mais des quatre coins du monde pour voir la collection, pour essayer d'enchérir. Ça a vraiment été un moment très important et donc il raconte à son cher Yves tout ça et au travers de ces pièces et de ces œuvres d'art, et bien des fois il y a des petits en fait retours dans le passé, te souviens-tu quand nous l'avions acquis, etc. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une petite porte ouverte en fait sur leur histoire et puis sur des souvenirs à eux. Et on va pas se mentir, ce recueil de lettres à Yves et ces lettres qu'il lui a écrites sans jamais qu'il ne trouve son destinataire, c'était aussi un moyen pour lui de faire vivre Yves, de rappeler des souvenirs, de rappeler des moments de leur vie. Et c'est aussi juste un témoignage magnifique d'amour. Moi, j'adore l'écriture de Pierre Berger. Déjà, j'adore cet homme, mais j'adore son écriture parce que il a le talent de ces génies qui le font pas exprès d'écrire avec des mots très simples et de donner des phrases et des textes qui sont poignants, qui sont merveilleux, qui font transparaître des émotions avec une force brutale, mais ce, avec vraiment une légèreté dans l'écriture, avec pas du tout l'impression qu'il a passé 3 heures sur son Becherel ou sur son livre de synonymes pour essayer d'étayer son texte avec des fioritures. C'est juste magnifique dans sa simplicité, dans sa pureté, dans sa sobriété et juste dans la simplicité et la beauté de l'amour en fait qu'il avait pour Yves. Et puis au travers de tous ces souvenirs, on évoque en fait des périodes d'Yves Saint Laurent qui sont pas forcément super connues dans le du public, je pense. Il y a eu certes le film avec, je crois que c'était Pierre Ninet qui interprétait Yves Saint Laurent, donc on voyait une partie de ses phrases, qui est une partie de ses addictions et de ses descentes aux enfers progressives, mais surtout là, elle les racontait en fait du point de vue de Pierre Berger qui lui les a vues, qui a aidé Yves et puis c'était toute leur petite séparation, mais c'était surtout le constat qu'ils ont jamais pu réellement se séparer, ils ont jamais pu réellement vivre l'un sans l'autre, et ça raconte tout ça, et c'est juste magnifique parce que c'est un super couple en fait, Saint Laurent et Pierre Berger. C'est un couple où moi, en plus de ça, j'en parlais avec mon compagnon la dernière fois. J'ai du mal à imaginer de la même manière en fait quand j'ai lu le livre Vie de David Hockney de Catherine Cusset. euh, j'ai toujours beaucoup de mal à imaginer comment en fait ces hommes étaient totalement polygames et qu'en même temps ils avaient un amour mais absolument incroyable qui a résisté à tout, qui a résisté à bon nombre d'amants, qui a résisté à bon nombre de crises de désintoxication, de drogue dure, de comportements autodestructeurs, et ils sont restés l'un et l'autre toute leur vie. Je crois qu'ils disaient qu'ils avaient vécu une cinquantaine d'années ou une quarantaine d'années ensemble, et puis il y a toute la suite, en fait, le côté un petit peu plus calme quand ils sont allés à Marrakech avec le jardin Majorel, tout ça. Enfin, c'était vraiment un livre qui était passionnant. Enfin, c'est pas un livre, c'est pas une biographie, mais juste au travers de toutes ces lettres et de tous les souvenirs évoqués
évoqué par Pierre et du comportement un petit peu plus, on va dire, intime de Yves, qu'on ne connaît pas, nous, le grand public, j'ai trouvé que c'était absolument fascinant et la manière de raconter de Pierre Berger, elle était bah, pareil, je trouve, très prenante et voilà, j'ai vraiment adoré ça. Est-ce qu'on peut lire ce petit recueil si on ne connaît pas vraiment Pierre Berger ni Yves Saint-Laurent? Oui, je pense, parce qu'on a tous entendu parler d'Yves Saint-Laurent. Alors après, on a l'intérêt ou pas de connaître un petit peu plus sa vie, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant et je suis pas une grande fan d'Yves Saint-Laurent, hein. Je découpe pas dans les magazines les pubs Yves Saint-Laurent, je fais pas une fixette dessus, mais je trouve toujours intéressant de connaître un petit peu plus la vie des noms illustres qu'on connaît presque depuis toujours et d'avoir un petit peu plus de connaissances sur eux. Là j'ai trouvé que c'était super bien fait, bah, ça donnait en fait l'impression de le connaître un petit peu plus, notamment sur son caractère très solitaire qui est décrit par Pierre Berger. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un recueil génial, donc je vous le conseille, c'est très court. Moi en fait je ne l'ai pas vraiment lu cette semaine, je l'ai ouvert il y a un petit moment, je pense que vous l'aviez déjà vu passer dans un vlog, et je lisais de temps en temps quand j'avais quelques temps, bah, je lisais en fait 2-3 lettres comme ça pour bah voilà, pour quand j'avais pas le temps de lire plus un roman. Donc je l'ai fini la semaine passée et c'était vraiment super, donc je vous conseille de le lire. Ensuite, j'ai lu Une journée d'automne de Wallace Stegner aux éditions Gallmeister. C'est une nouvelle qui est très courte. Moi, je l'ai lue d'une traite un après-midi au bord de la piscine. Bon, c'était pas le même mood que la journée d'automne, mais en tout cas, voilà. Ça se lit très rapidement. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, en fait, je sais plus exactement quand est-ce qu'on est. Je pense qu'on est au XXe siècle, milieu du XXe peut-être, ou début. Non, qu'est-ce que je dis? Je pense qu'on est au début du XXe. Je sais pas trop, je crois qu'il n'y a pas de date à vrai dire. En fait, le roman, enfin la nouvelle s'ouvre sur le décès du mari de Margaret et d'une situation un petit peu tendue qu'on comprend pas trop. Donc ensuite, on a un retour en arrière qui nous explique en fait ce qui s'est passé. Margaret, elle est mariée à Alec, qui est un riche fermier, donc elle jouit d'une certaine réputation dans la société. Et sa jeune sœur, qui a quelques années de moins qu'elle, il me semble, vient vivre avec eux dans le... Où est-ce qu'ils sont? Je crois qu'ils sont dans le sud des États-Unis, mais je ne suis pas sûre. Donc elle vient d'Écosse pour habiter avec eux, et au début, bah, tout se passe bien. Elle décide d'organiser des soirées pour bah, trouver en fait un prétendant à sa jeune sœur, parce qu'elle se rend compte que ça devient une demoiselle et que bientôt bah voilà elle va falloir qu'elle se marie, sauf que tout se passe pas exactement comme elle souhaitait, puisque Elspeth, sa sœur, ouais, elle a un nom super compliqué, je suis désolée, je pense que je le dis pas du tout comme il faut, mais j'ai pas envie de tenter un Elspeth ou un truc ridicule, donc on va dire sa sœur. En fait, elle se rend très vite compte que il se passe quelque chose entre son mari et sa sœur. En fait, ici, il n'y a pas énormément de doutes sur ce qui va se passer, sur ce que sera l'intrigue. Et d'ailleurs, c'est pas du tout caché en fait dans le roman. Alors, je vais essayer de le dire de manière déguisée, mais je pense que vous avez compris ce qui allait se passer. Mais en fait, cette nouvelle est absolument géniale parce que, au final, c'est un huis clos entre trois personnages, chacun d'une manière différente, mais dévoré par la culpabilité, par la colère, par des sentiments de jalousie, des sentiments de tristesse. Et en fait, ces trois personnages, ils vont être coincés pratiquement toute leur vie ensemble au nom de la bonne réputation, au nom des bonnes mœurs et de conserver une espèce d'image de famille parfaite, alors qu'il y a un drame qui se joue, que les personnages ils sont presque en état de mort sentimentale parce qu'en fait ils ne se parlent plus. Et c'était absolument génial. Ça parle de plein de choses en fait sur l'humain. J'ai trouvé que c'était un roman, enfin une nouvelle pardon, d'une grande complexité psychologique parce qu'en fait l'intrigue on la connaît dès le début, mais ce qui est intéressant c'est d'observer. Moi j'avais vraiment l'impression, en fait j'avais cette image d'être une petite mouche qui vole dans cette maison au rideau fermé parce qu'il y a quelque chose à cacher, où on se sépare de plus en plus du personnel et on reste entre ces trois personnages
personnages où il y a un gros problème, des non-dits, des colères, des trahisons, de la culpabilité, et en fait d'observer le comportement de ces gens. Et franchement, c'était passionnant parce que c'était décrit super bien. On sentait cette pesanteur, cette lourdeur en fait dans la vie de ces gens, mais qui vivaient même plus. Enfin, c'est un enfer ce qu'ils ont vécu, mais c'était franchement d'une grande richesse, vraiment d'une grande richesse. J'ai trouvé que la construction était vraiment super. Au début du roman, je me suis dit, non mais qu'est-ce qui va se passer? C'est bon, on sait au bout, je crois, de 20 pages quel est le truc, qu'est-ce que ça va donner? Mais en fait, c'est, je pense, un essai sur la complexité humaine, sur la trahison et la réputation, qu'est-ce qui vaut mieux l'un que l'autre, et comment on peut vivre dans ces conditions. Enfin voilà, je veux pas en dire plus parce que franchement, c'est 150 pages, mais alors je l'ai trouvé subversif, j'ai trouvé renversant, j'ai trouvé que c'était super bien construit. Donc si vous aimez les trucs un petit peu lourds, où c'est l'aspect psychologique qui ressort plutôt qu'une intrigue très romancée, etc., laissez-vous tenter par ce roman parce que c'était quelque chose. Si vous me suivez dans les vlogs, vous allez être très content de voir la prochaine lecture puisque j'ai enfin pu lire Les Arcanes d'Emra d'Elina EC aux éditions Inceptio. J'ai un peu l'impression que cette update lecture est constituée que de lectures très difficiles à chroniquer, mais je vais essayer de faire de mon mieux parce que ce roman, qui est du coup pour le moment une trilogie, il y en a 3, est d'une grande richesse mais aussi d'une grande complexité à expliquer, donc je vais essayer de faire au mieux. Le roman s'ouvre avec Aline, qui nous paraît un petit peu mystérieuse puisqu'elle s'adresse à un colocataire qu'on pense au début imaginaire, mais dont on se rend compte en fait où c'est juste que personne le voit et qu'elle est la seule à le voir. Donc elle vit sa petite vie tranquille avec Maël, son meilleur pote fantôme. Elle vit dans une grande solitude puisqu'elle a perdu ses parents assez jeune dans un accident de voiture un peu bizarre, et que là très récemment elle a également perdu son frère dans un accident aux circonstances plutôt étranges. Ils étaient tous les deux dans la voiture, ils se sont fait percuter, elle s'est retrouvée à l'extérieur de la voiture sans comprendre comment elle en était sortie, et son frère lui n'a pas survécu. Donc on est déjà dans des circonstances où on se dit la réalité n'est peut-être pas aussi conformiste qu'on peut le penser. Elle est tranquillement à son cabinet d'infirmière libérale, et là des mecs un peu chelous en costume genre X-Men et association un peu de malfaiteurs arrivent, et en fait ils l'emmènent un peu de force dans le grand siège de l'organisation avec un grand O, qui est une structure un peu mystérieuse où elle semble associée un peu contre sa volonté et surtout un peu dans l'ignorance. En fait, ils vont expliquer à Aline qu'elle est une singulière. Ces êtres qui ont la possibilité en fait de ramener les âmes perdues vers le bon chemin, vers la lumière et donc vers le paradis d'Emra. En fait, ces âmes perdues, c'est soit parce que elles sont pas allées vers la lumière, qu'il leur reste quelque chose à faire, et bien elles sont coincées dans les affres. Les affres, c'est quoi? C'est une espèce de dimension dans lesquelles elles sont bloquées, et elles sont bloquées et retenues par les anges noirs, qui sont donc des anges maléfiques qui font le mal et qui en fait piègent ces âmes perdues dans les affres au travers de moyens mais totalement torsionnaires. En fait, ils utilisent les plus grandes peurs des âmes, leurs phobies, tout ça, pour les laisser coincées, qu'elles ne ressortent jamais des affres et qu'elles ne rejoignent jamais Emra. Pourquoi ils font ça? Tout simplement pour se nourrir. En fait, les âmes perdues comme ça les nourrissent, ça permet d'étayer leur force, et en fait on se rend compte qu'ils sont responsables du coup de beaucoup de choses dans la vie des humains, les catastrophes naturelles, les attentats terroristes, les accidents mystérieux. Donc en fait ils sont responsables de plein de choses, et bah voilà, c'est des personnes qui font le mal, qui récupèrent les âmes perdues à leur dessein, qui est bah, du coup hyper malfaisant. Vous l'aurez compris, c'est pas forcément hyper facile pour Aline d'accepter qu'il existe cette dimension après la mort, et toute cette organisation et surtout son don de singulier, puisque une fois qu'une fratrie est touchée, alors on sait pas trop comment ça se transmet, mais en tout cas quand il y en a un dans la fratrie qui l'a, c'est l'ensemble de la fratrie qui est singulier. Et donc elle va rejoindre l'organisation, qui est en fait une forme de camp un peu d'entraînement à la X-Men et Professeur Xavier, où ils sont entraînés sur leur capacité physique et mentale pour devenir de super singuliers, et elle va rejoindre dans l'équipe le coéquipier de son frère.
Évidemment, tout va pas forcément se passer comme elle le souhaiterait. Le coéquipier de son frère est super chelou, super désagréable. Et en plus de ça, elle va très vite en fait attirer l'attention de l'organisation, puisqu'ils vont se rendre compte que c'est certes une singulière, mais qu'elle manifeste des pouvoirs un peu étranges qui surpassent en fait les capacités et les aptitudes normales d'un singulier. Donc on sent que en fait c'est pas juste une énième singulière qui vient s'entraîner, mais que il y a peut-être autre chose en fait. J'espère que je vous ai pas perdu avec toutes ces explications parce que vraiment la construction est très riche, c'est vraiment très complexe, très bien fait, très bien construit. Mais du coup, je pense que vous avez envie d'avoir mon avis. J'ai adoré ma lecture, j'ai trouvé que c'était génial. En fait, j'en ai discuté avec l'auteur. Moi j'aime beaucoup les histoires d'anges, d'âmes perdues qui doivent retrouver le bon chemin, qui sont coincées parce qu'elles ont toujours quelque chose à faire. Je lui disais que voilà, moi j'aimais bien regarder de temps en temps Ghost Whisperer, mais je trouve qu'en littérature c'est souvent super ringard, super cliché. Moi j'ai totalement abandonné en fait ce genre de domaine parce qu'à chaque fois je trouvais que c'était mais ridicule, enfin super ringard, super kitsch, ça m'intéressait pas du tout, donc j'ai totalement abandonné on va dire ce milieu dans le fantastique. Et là franchement c'était une bouffée d'air frais. Pourquoi? Parce que déjà ça change de tous les romans fantastiques où tout finit par se ressembler, toutes les histoires en fait ont toujours un petit peu la même veine et on a l'impression très vite de tourner en rond. Et en plus de ça, c'était pas du tout kitsch, c'était pas du tout ringard. Alors voilà, il y a effectivement peut-être un petit jeu de séduction entre les personnages, mais franchement ça fait pas de mal. C'était super intéressant. Honnêtement, moi j'ai trouvé ça super bien, j'étais à fond, je l'ai lu en quelques jours. Le seul petit bémol moi que j'ai, c'est que la narration, c'était la première personne du singulier. En fantastique, moi je préfère une narration plutôt classique à la troisième personne du singulier avec un narrateur extérieur parce que je trouve que ça rend quelque chose de plus naturel bizarrement. C'est des milieux voilà, avec une grande construction d'univers et je trouve toujours plus délicat que ce soit fait au travers des yeux du personnage principal. Moi j'aime bien voir quelqu'un autour, mais c'est vraiment une histoire de préférence, hein, ça m'a pas du tout gêné dans ma lecture, mais voilà, je pense que ça aurait été vraiment un gros coup de cœur si j'avais eu cette narration extérieure, mais ça reste franchement une lecture, je crois que j'ai dû lui mettre 5 sur 5 sur Goodreads, donc c'était vraiment super cool. Le personnage d'Aline est super, c'est vraiment une héroïne qui est badass, qui est super sympa, enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé où tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, c'est pas une super bonne élève, mais elle essaye de s'appliquer. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était fait quand même avec beaucoup de réalisme. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture et je continuerai avec plaisir, mais vraiment foncez parce que on n'en entend pas tellement parler. Moi je l'ai découvert au travers de Manon de la chaîne Vibration Littéraire et ça mérite vraiment d'être connu parce que c'était génial. Enfin, pour mon dimanche graphique, j'ai lu C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal aux éditions La Villebole. Comment vous parler de cette BD? Franchement, elle m'a fracassée, elle m'a laissée sur place, elle m'a bouleversée. J'ai trouvé que c'était une BD d'utilité publique, nécessaire, juste indispensable. Je vous parle souvent de la santé mentale, je vous parle souvent de la dépression et je vous parle souvent du traitement et de l'impact que peuvent avoir les auteurs sur la sensibilisation à la dépression, au mal-être et à la santé mentale. Cette BD pour moi c'est peut-être la plus belle chose dans ce domaine que j'ai pu lire parce que elle est criante de réalisme, elle est très forte. Je pense qu'elle aide beaucoup de gens à se rendre compte de ce que c'est la dépression, de l'aider, de l'accompagner. Enfin, j'ai un peu les idées embrouillées quand je vous parle de cette BD parce que vraiment, moi, elle m'a bouleversée et je pense que c'est peut-être une des lectures les plus fortes que j'ai fait pour le moment en 2020 parce que c'est d'utilité publique. Dans cette BD, en fait, on va suivre Clara qui travaille dans une maison d'édition. On comprend qu'elle a déjà fait 2-3 épisodes dépressifs, mais qu'elle a plus de soins, notamment parce que ça coûte beaucoup trop cher, qu'il y a des listes d'attente énormes pour avoir un accès en fait à un psychiatre et qu'en plus de ça, si en fait elle est pas sur les trucs un peu d'aide, ça lui coûte, je sais pas, peut-être un tiers de son salaire pour pouvoir avoir accès avec un psy. Donc elle se convainc
convainc elle-même que ça va aller, c'est bon, c'est cool. Et puis on la voit évoluer avec ses amis, donc au début elle est présente, elle est même la première à donner des conseils à ses amis qui vont mal, qui font des crises d'angoisse pour les expliquer comment il faut les gérer, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. On se dit bon bah super quoi, elle va bien et voilà. Sauf que comme j'ai déjà dû le dire, et selon ma citation préférée dans ma vie qui est extraite du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, on donne toujours volontiers ce dont on a le plus grand besoin soi-même, c'est ce que j'appelle le comble de la générosité. Et bah c'est ce qui arrive en fait à Clara, puisqu'on se rend très vite compte qu'elle ne peut pas appliquer les conseils qu'elle donne aux autres, qu'elle a du mal à s'entourer comme elle essaye d'entourer les autres, et petit à petit en fait la dépression gagne du terrain. On comprend qu'elle s'isole. Et en fait, ça explique je trouve que, en plus de ça, les dessins sont très simples, très naïfs, je vous mettrai des planches, mais ça permet de vraiment rentrer dans l'atmosphère. Je trouve que Myriam Mal, elle a autant mis des mots que des dessins sur ce qu'est la dépression, sur ce que vivent les dépressifs. Donc on suit Clara qui petit à petit s'isole, qui se fait vraiment manger et absorber par la dépression, et on suit tout son entourage en fait, donc ses amis qui comprennent plus que Clara elle a juste besoin d'être aidée, d'être entourée, mais qu'en fait sa dépression fait qu'elle s'isole, donc elle refuse toutes les invitations, qu'elle se barre parce qu'elle panique un petit peu. Ça montre ses amis qui essayent en fait de la brusquer pour la sortir de là, mais à quel point ça peut être nocif pour elle, donc on voit toutes les conséquences sur elle, et de voir ça d'un regard extérieur, ça permet aussi de se dire, si on a l'habitude avec quelqu'un qui va mal de faire ça, de se dire ah oui, c'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faut prendre les choses. On voit ses amis qui essayent de l'aider mais qui n'y arrivent pas, parce que la dépression ça reste une maladie, donc on n'est pas tous médecins capables d'aider quelqu'un en dépression. Et ça montre vraiment tout ça, toute sa vie, comment on peut avoir l'impression que chaque jour devient un peu plus lourd qu'un autre, la difficulté de se lever, de faire des choses, de voir des gens, à quel point c'est dur, à quel point on a envie de s'en sortir, mais à quel point on ne peut pas. Et je trouve qu'en fait, elle permet d'illustrer ce signal d'alarme quand on a des gens autour de soi qui s'isolent, qui dès qu'on leur parle disent je n'en peux plus, je n'en peux plus. C'est une expression qui est beaucoup démocratisée parce qu'on a tendance à parler avec beaucoup d'exagération désormais dans notre quotidien. On a cette abréviation du JPP très facile qui s'adapte à plein de choses, mais ce j'en peux plus dit par quelqu'un qui s'isole, qui est triste, qui n'arrive plus à vivre, et il prend tout son sens en fait avec cette BD, et je pense que c'est un outil incroyable de sensibilisation, et je pense que c'est avec ce genre d'ouvrage qu'on fait changer les choses, qu'on anticipe, qu'on détecte la dépression, et qu'on peut anticiper l'irréparable, parce que une dépression qui n'est pas soignée, elle peut arriver jusqu'au suicide. Donc elle est vraiment, cette BD, elle est essentielle, et elle est bouleversante de réalisme. C'est une illustration autant dans les mots que dans les dessins sur ce qu'est la dépression, sur ce que vivent les dépressifs, sur ce que fait l'entourage, sur ce qui est bon, ce qui est mauvais. Enfin, j'ai pas d'autres mots, je pense, que tout ce que je viens de dire, parce que moi je l'ai refermé vraiment avec beaucoup de lourdeur, mais en même temps un peu un soupir en mode ok c'est bien, maintenant on a quelque chose comme ça, et en fait nous, notre devoir, ce qu'on peut faire dans notre petite conscience individuelle, c'est le faire passer, c'est le faire lire à plein de gens, à des gens de notre entourage, pour essayer de détecter, et pour qu'arrêter quand quelqu'un va mal, de lui dire c'est une mauvaise passe, allez mets un pantalon et sors, va voir des copains. Non, en fait un dépressif il réagit pas à ça, et ça explique aussi toutes ces petites attitudes que peuvent avoir les amis, parfois à bon escient, mais qui en fait font plus de mal que de bien. Je l'ai trouvé vraiment incroyable, je l'ai trouvé vraiment nécessaire, indispensable, qui devrait être dans tous les programmes, je pense, éducatifs, parce que c'était une grosse claque, c'était fait avec vraiment beaucoup d'adresse, beaucoup de sensibilité et beaucoup de justesse. Enfin, moi, ça m'a bouleversée, et ça reste, je pense, une des lectures pour moi les plus fortes de 2020. Voilà, c'est tout pour ce update lecture de la semaine passée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces livres vous intéresse, que vous aimeriez en lire un, ou si vous l'avez d'ores et déjà inscrit sur votre wishlist. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu. Enfin voilà, mettez-moi des petits commentaires, comme ça je sais que vous êtes là, on papote tous ensemble. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu pour aider ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à très vite.